l'idée, on aurait préféré que ce soit en présentiel, hein, comme pour tout, mais l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ces différents sujets, donc avec Kasia et Nicolas, chacun. Sachant qu'aujourd'hui, ce qui nous a paru intéressant d'aborder, c'était dans le cadre de la relation client-fournisseur, le contexte spécifique des achats publics et de la relation entre le donneur d'ordre public et ses principaux fournisseurs. Ce qu'on a pu constater dans la pratique, c'est que dans le contexte d'achats publics qui peuvent paraître parfois très encadrés par le code de la commande publique, parfois, que ce soit le client, acheteur public ou les fournisseurs, la relation client-fournisseur a du mal à s'installer, voire se censure un petit peu. Euh, L'impression que parfois les acteurs de ces achats publics s'interdisent de mettre en place une véritable relation client-fournisseur, s'estimant un peu contraints, un peu bloqués par le contexte spécifique de la commande publique. Alors, ça peut bien entendu nuire fortement aux deux parties et à la réalisation de l'objet acheté. Et pourtant, le code de la commande publique et le suivi d'exécution par la suite qui en découle fixe un cadre, certes précis, mais qui permet effectivement de mettre en place pas mal de choses et qu'avec un bon contract management, avec un bon suivi de la relation client, on a au contraire, dans ce cadre, parce qu'il est bien défini, tout à fait la possibilité d'instaurer une excellente relation de confiance et en même temps de résultats dans le cadre de la commande publique. Donc, euh, pour parler de ce sujet, Kasia, qui est Senior Contract and Claim Manager à la Société du Grand Paris, tu nous parleras dans ce contexte spécifique notamment du contrat lui-même et comment ce contrat encadre un petit peu la relation client-fournisseur entre acheteur public et son fournisseur, des rôles des différents acteurs dans la chaîne de responsabilité achat et dans la chaîne contractuelle vis-à-vis de leurs fournisseurs, qu'il s'agisse de maîtres d'ouvrage, de maîtres d'œuvre, privé, public, etc. Et tu parleras aussi de la corrélation entre, bien entendu, le contrat, la rémunération et les impacts que ça peut avoir sur la relation client-fournisseur. Nous poursuivrons ensuite avec Nicolas Cross, qui est responsable des achats publics à Bordeaux Métropole et qui a choisi d'aborder un dispositif qui paraît vraiment très, très intéressant et très utile et qui nécessite effectivement une relation client-fournisseur qui soit bien établie, bien ancrée, puisqu'on parlera des achats innovants et du dispositif que j'ai bien aimé la manière dont tu l'as appelé, du décret de Noël, puisqu'il date du 24 décembre 2018 et qu'il est dans sa phase d'expérimentation, et que c'est un dispositif qui permet effectivement de des choses qui est assez peu connu et que j'ai trouvé, en tout cas dans la manière dont tu l'abordais, très intéressant. Donc, pour commencer tout de suite, Kasia, je te propose de prendre le relais et d'aborder, d'abord peut-être te présenter un petit peu ainsi que la Société du Grand Paris et nous expliquer comment ça fonctionne pour la Société du Grand Paris, cette situation. Bonjour à tous. Je suis très contente. Voilà, merci pour l'invitation. Je suis contente que dans le métier du contract management, on se réunit de plus en plus souvent et qu'on crée ce genre des forums pour échanger et pour connaître mieux voilà, comment les uns et les autres travaillent. Et de mon côté, ça fait depuis 2014 que j'ai fait tomber ma casquette juriste pour devenir contract manager et notamment sur le marché public. J'ai eu l'occasion de voir comment le contract management de ce marché se déroule chez la SNCF, chez les aéroports de Paris. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis en charge de gestion des marchés de génie civil à la Société du Grand Paris, qui est, si tu veux, en quelques mots, qui est une maîtrise d'ouvrage toute neuve par rapport aux maîtrises d'ouvrage classiques en France. Donc, c'est un genre de start-up, je dirais, dans le métier de la maîtrise d'ouvrage, mais en même temps qui puise dans les expériences de ses confrères. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans la démarche de la recherche d'une excellence dans le métier de la maîtrise d'ouvrage, justement en regardant comment ça se faisait avant, comment ça se fait ailleurs, comment ça se fait à l'étranger. Et ce qui n'est pas facile de le faire en même temps que exécuter des marchés à plusieurs milliards d'euros, mais on se donne cette exigence voilà, de rechercher un processus optimal. Et voilà. Et le grand plus, c'est que depuis quelques années, il y avait cette idée d'installer une direction
des marchés qui va aussi s'occuper du contract management. Et en effet, on a, en tant que métier de contract manager, je pense que c'est une belle chose qu'on puisse intervenir sur ce projet, voilà, qui est gigantesque, qui donne énormément d'expérience, je pense, à toute la communauté. Donc, ravi de partager avec vous. Pour commencer sur la relation client-fournisseur, j'ai préparé une petite présentation qui va nous donner un cadre peut-être. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Oui, c'est très bien. C'est bien? Ok. Donc, pour commencer, je suis d'accord avec toi, Thibaut, qu'on a cet héritage des relations clients-fournisseurs dans la commande publique qui est un petit peu rigide, où on se limite à se voir quelquefois pendant l'année dans des circonstances assez officielles et pas forcément toujours ouvertes, on va dire. En même temps, moi, ce que je constate, c'est que on a tous conscience qu'on a besoin les uns des autres, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage et l'administration, on a besoin du privé qui est professionnel, qui est robuste techniquement, financièrement, organisationnellement. Et puis, le privé a besoin des missions publiques parce que ça leur donne de la visibilité, des opportunités pour innover, dont Nicolas va parler, pour aussi profiter de l'échelle de ce projet, parce que ce sont souvent des projets plus importants que ce qu'on retrouve dans le privé. Et enfin, ce sont des relations qui sont durables et donc un petit peu plus robustes par rapport aux crises qui arrivent de temps en temps. On voit maintenant que la conjoncture va baisser, le privé va vachement compter sur la commande publique pour bien continuer son activité. Donc, c'est une responsabilité, mais à la fois la chance, on a de cette relation, voilà, la base. Ce que je voulais vous proposer, c'est de voir cette relation sur 3 niveaux. D'abord, le montage contractuel, peut-être que vous connaissez, mais pour ceux qui sont plutôt dans le privé, peut-être ça va réfléchir un petit peu, voilà, le souvenir, parce que le montage contractuel sur le marché public, il est assez particulier. Il exige que contract manager prenne une position particulière par rapport au jeu d'acteurs qui se déroule voilà, dans ce montage. Puis, il y a le côté technique voilà, qui est particulier pour un maître d'ouvrage public non sachant. Et enfin, ceux qui réside au cœur de l'action du contract manager, donc la gestion contractuelle et financière, qui est beaucoup réglée par les différents textes légaux. Donc voilà, pour commencer, voilà, là je vous ai juste, je retrouvais cette statistique d'Observatoire économique du ministère des Finances qui montre rapidement l'échelle en fait du phénomène de marché public pour vous montrer qu'on parle de centaines de milliards d'euros par an. Ça, la dernière statistique, elle a été faite à fin 2017. Là, ce qu'on lit dans le dernier nouvelle, c'est qu'en 2020, ça risque de bien baisser, mais la tendance, elle est d'habitude croissante. Alors, le premier aspect, donc le montage contractuel. Je ne sais pas quel est notre public, j'ai l'impression qu'on a des écouteurs, des auditeurs assez expérimentés, donc je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails juridique, mais on est surtout sur un contrat de nature administrative, c'est-à-dire on est en train de discuter par quels moyens en fait l'administration publique elle va chercher à réaliser ses actions. Et c'est important parce que de là découle le fait que la relation entre les clients et fournisseurs elle est un petit peu déséquilibrée, puisque
on va privilégier voilà, la réalisation de l'intérêt général. Et à plusieurs reprises, quand on va exécuter le contrat de la commande publique, on va voir que cet intérêt général, il va s'imposer sur les entreprises qui exécutent, étant dans les termes des contrats, étant dans la jurisprudence, il y a, on peut constater voilà, un certain déséquilibre au profit de l'administration. La conséquence du fait qu'on se trouve sur un marché public, parce que là, je vous ai repris la définition légale, mais je pense qu'on voit bien de quoi on parle. Les conséquences pratiques, désolé, pas pratiques, c'est bien sûr, ce sont des conditions de la passation qui sont très réglementées. C'est l'application de différents textes de la loi, comme la loi MOP, comme la loi de la sous-traitance, et puis les différents cahiers des clauses générales qui vont s'appliquer sur nos marchés. Là, j'ai donné des exemples de prestations intellectuelles, de services, des travaux, mais il y a un cadre assez précis qui va suivre la qualification du marché public. Et enfin, on a la juridiction administrative, c'est-à-dire qu'on est géré par un juge administratif et suivant toute la ligne qui est très, très ancienne voilà, de la jurisprudence administrative. Et le foncier et les clients prennent ça en compte. Même si aujourd'hui, on a plusieurs tendances et une d'eux va nous amener vers je dirais, l'application de plus en plus souvent des principes du code civil dans les relations clients-fournisseurs, même sur un marché public, on reste quand même sur une juridiction qui est assez favorable pour l'administration. Pour rappeler aussi, le maître d'ouvrage sur un marché public, il est responsable surtout voilà, de cette petite liste des éléments qu'on retrouve dans le code de la commande publique. Donc, il s'assure d'abord de la faisabilité de l'opération, de sa localisation, du programme. Il fixe le budget et il s'assure du financement. Il va aussi gérer le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé en interface avec les autorités, les collectivités qui sont impliquées. Et puis, il va conclure le marché et les exécuter. Donc, ça, c'est le maître d'ouvrage. Le montage contractuel dans le système de la loi MOP, parce que je vais me concentrer là-dessus. On a le maître d'ouvrage, voilà, pouvoir adjudicataire ou entité adjudicatrice. Et on a le titulaire du marché, et c'est très important, on a le maître d'œuvre. On a le maître d'œuvre. Classiquement, en France, on a beaucoup de maîtrises d'ouvrage publiques qui étaient dotées d'une maîtrise d'œuvre intégrée. Et à l'époque, la SNCF, les aéroports de Paris, quand je commençais mon activité, on avait des maîtres d'œuvre en interne qui géraient le côté technique de projet en propre. Aujourd'hui, la tendance, c'est de plus en plus de voir les maîtrises d'œuvre privées auxquelles le maître d'ouvrage public va déléguer ses missions et qui va devenir de plus en plus non le sachant. Maintenant, où se trouve dans ce montage le contract manager? Donc, on retrouve ce rôle de plus en plus souvent, en fait, et de plus en plus omniprésent, je dirais même. Donc, auprès de maîtres d'ouvrage, on retrouve les contract managers, on les retrouve chez les maîtrises d'œuvre et bien sûr chez les titulaires. Je dirais même que la tendance, elle vient de titulaires, c'est-à-dire ce sont les entreprises privées qui ont commencé cette pratique à mettre en place, surtout sur le marché important, un contract manager en charge de gérer le contrat, mais aussi justement la relation avec la maîtrise d'ouvrage. Et par l'effet miroir, les maîtrises d'ouvrage en France, elles ont commencé, mais voilà, dans les années 2000, de positionner leur contract manager auprès le directeur de projet pour suivre à la fois la lettre du contrat, mais aussi
la stratégie de la relation avec le fournisseur. Qu'est-ce que je faisais? Maintenant, si on peut passer au côté technique de la chose, donc le même schéma. Pour moi, ce qui est important pour moi, c'est que dans ce montage de la loi MOP, le maître d'ouvrage se veut rester non sachant. Donc, il délègue le côté technique, les prescriptions techniques et la gestion, la responsabilité pour le bon déroulement du projet à la fois à l'entreprise, à son maître d'œuvre et également au bureau de contrôle qui va s'assurer de la conformité à la réglementation. Et là, il y a plusieurs enjeux pour le contract manager. En fait, il y a sur lequel je ne sais pas si vous voudriez réagir. En tous les cas, moi, ce que je vois important dans ce montage côté technique pour le contract manager, c'est la première chose, il faut que le contract manager s'assure que le projet et ses spécifications techniques sont endossées et sont bien acceptées par le titulaire. Donc, on le fait à la fois par la rédaction du contrat, par le déroulement de tout le processus de la passation, par placement de certaines forclusions dans le contrat pour s'assurer que le contractant il peut pas revenir sur certaines problématiques, sur les erreurs, sur les insuffisances du projet ou la conception telle qu'elle était proposée dans le dossier des consultations des entreprises. D'expérience, ce qui est le plus difficile dans ce cadre-là, ce sont les variantes qui sont proposées dans les offres des candidats et leur gestion après la signature de marché, elle reste, je pense, encore dans la loi et dans la jurisprudence française, pas parfaitement définie, c'est-à-dire qu'une fois le marché avec des variantes signées, on est sur un montage hybride où le maître d'ouvrage avec son maître d'œuvre reste responsable de la conception, mais en même temps, il y a une partie parfois très importante du projet qui a été modifiée par titulaire et tout enjeu, je pense, de la passation, c'est de bien sécuriser ces variantes-là. Ensuite, deuxième enjeu pour le contract manager, la traçabilité des échanges et des décisions techniques qui viennent en application ou modification du marché. On a le maître d'œuvre qui prend les décisions, qui propose des solutions ou qui accepte surtout les solutions du titulaire, mais le maître d'ouvrage, c'est lui qui est responsable au final du résultat final et puis de la facture qu'on va payer à la fin. Et il est très important qu'il soit vigilant et conscient de tous ces échanges et toutes les décisions qui sont prises, à la fois à travers un process et les instances qui les tiennent vraiment au courant de ce qui se passe avec sa spécification technique initiale, mais aussi qu'ils sachent suivre bien de qui viennent ces modifications. Parce qu'en fait, finalement, une fois lancé le projet, il peut être impacté par énormément des acteurs. Ça peut être le titulaire qui va nous proposer de changer quelque chose dans notre solution technique, ça peut être le maître d'œuvre, ça peut être maître d'ouvrage lui-même, mais ça peut être aussi un tas des acteurs sur le terrain, des collectivités, des différentes parties prenantes, les autorités, la réglementation qui va changer. Et en fait, cette traçabilité avec la bonne qualification de où est la source en fait de la modification technique, d'expérience, c'est le contract manager finalement qui garde la meilleure vision et avec plus de rigueur, voilà, c'est tirer les conséquences de cela.
Troisième enjeu pour le maître d'ouvrage et son contract manager, c'est veiller à ne pas faire de l'ingérence après la signature du marché. Une fois qu'on a signé, qu'on a accepté la solution technique avec ou sans variante, en France, avec les maîtrises d'ouvrage qui sont non sachantes, mais souvent elles sont dotées des pôles des ingénieurs très actifs, on est souvent dans on a envie d'imposer certaines contraintes, certaines visions. Et en effet, presque toujours, ça se retourne contre le maître d'ouvrage. Et le rôle du contract manager, en effet, auprès des équipes, c'est même un petit peu au-delà du côté technique, c'est un petit peu psychologique. Il faut vraiment coacher les équipes de la maîtrise d'ouvrage, qui parfois viennent des anciennes, ce sont parfois les maîtres d'œuvre internes qui ont changé de la casquette, de vraiment pas s'immiscer dans la recherche et la mise en place de la solution technique d'entreprise. Le débat qu'ils ont souvent sur l'obligation de résultat ou l'obligation de moyens, avec parfois la préconisation de solutions techniques, alors que l'entreprise peut avoir d'autres solutions à proposer qui répondent tout à fait aux besoins. Tout à fait. Ça, on y revient souvent sur ce débat. Est-ce que c'est l'obligation du résultat ou de moyens? Le contrat se complexifie et on recherche de plus en plus à les rédiger d'une façon à ce que les obligations soient à chaque fois tournées vers un résultat et vers un objectif mesurable, facilement constatable sans chercher le moyen. Et pourtant, et le maître d'œuvre et le maîtrise d'ouvrage, systématiquement, lors de l'exécution, vont compter les équipes, vont se demander est-ce qu'on a suffisamment de conducteurs de travaux ou autres. On va chercher les moyens, en fait. Et il y a du sens là-dedans aussi, c'est-à-dire que c'est un moyen, en fait, d'anticiper le mauvais résultat si on se rend compte que les équipes qu'on a en face ou les ressources qui sont mises en place ne sont pas suffisantes. Donc, ça, ce n'est pas évident à gérer, mais en même temps, bon, c'est souvent le contract manager qui a le bon réflexe de poser la bonne limite entre les deux. Donc voilà, donc c'est d'où l'intérêt aussi à beaucoup échanger avec son maître dev là-dessus. Et le quatrième enjeu sur le côté technique que j'identifie, c'est l'encadrement de tous les processus contractuels qui existent dans nos marchés, dans le CCAG, mais qu'il faut adapter au fil de l'ordre d'exécution. Et en fait, vis-à-vis de titulaires, poser des règles claires, comment on va mettre en place les avenants, comment on va gérer les prolongations des délais, comment on va gérer la réception et comment on va gérer les imprévus. Le cadre, il est dans le marché d'habitude, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des zones grises. On le retrouve toujours. Et justement, sur le contract manager, par certaines, et c'est là où je vois surtout cet avantage de mettre en place une bonne relation entre les clients et fournisseurs, dès le début, mettre en place les instances et des canaux, des communications qui vont nous permettre à s'entendre et un petit peu à imposer à nos titulaires comment on va gérer ce genre de cas pour pas perdre la main et pour que le titulaire, en fait, par notre inertie, ne remplisse pas ces zones grises par ce qu'il veut, par la façon de fonctionnement qu'il souhaite voir. Donc, c'est cette proactivité du contract manager avec du maître d'ouvrage et là, la main dans la main avec la direction de la maîtrise d'œuvre pour pouvoir encadrer et préciser les zones grises du contrat initial et anticiper le processus qu'on va mettre en place avant de se retrouver dans les situations
où les titulaires écrivent l'histoire à notre place. Donc là, j'ai plein d'exemples parce que les entreprises aujourd'hui qu'on a sur le marché public, ce sont souvent les grandes entreprises qu'on connaît. Moi, je suis dans le secteur du BTP, donc surtout j'en face Bouygues, Fage, Vinci. Ce sont les entreprises extrêmement aujourd'hui efficaces dans ce genre d'anticipation de phase. Ils ont la plume pour rédiger pas mal de documents dans la phase des études et en fait, ils n'hésitent pas à écrire à notre place comment la réception va se dérouler, comment se passe l'avancement et quels sont les problèmes au niveau de retard qu'on rencontre. Du coup, ils font leur storytelling dès le début et ils mettent des équipes assez considérables en face de nous pour avoir le papier, pour démontrer tout ce qu'ils souhaitent et pour démontrer que comment l'histoire à leurs yeux se déroulait. Et donc, d'où l'intérêt du maître d'ouvrage d'avoir des équipes qui sont conscientes de ça, qui sont gérées aussi, fédérées par un contract manager sur ce sujet, pour bien voir ces tentatives des titulaires, parce que ça, c'est un point sur lequel on peut perdre très vite la main. Et tout l'avantage d'un marché public sur lequel le maître d'ouvrage il a certaines prérogatives va disparaître si en fait on est inactif et on ne répond pas à ce genre des écrits. Je peux juste me permettre d'intervenir pour donner un exemple concret par rapport à ça aussi, puisque en tant que personne publique, on a aussi affaire, comme la Société du Grand Paris, à des grands groupes très spécialisés sur ce genre de questions. Et je rejoins complètement ce que dit Kashia, à savoir une certaine habitude de la part de ces sociétés à avoir un historique de l'exécution du marché, parfois encore plus poussé que celui qu'on est censé nous faire, et qui peut rapidement se retourner contre la personne publique ou l'acheteur public, notamment en cas de réclamation qui, sur les gros chantiers, revient assez fréquemment, pour ne pas dire quasi systématiquement. Et donc, l'intervention d'un contract manager qui fait bien son travail, qui retrace bien l'historique et qui retrace bien aussi l'histoire côté maîtrise d'ouvrage est absolument impérative pour pouvoir opposer des éléments au contractant qui peut des fois, c'est le jeu aussi, avoir une approche très, très personnelle de la réalité de la situation, mais qui est rarement dans l'intérêt du maître d'ouvrage. Donc, a tout intérêt à mettre en avant un certain nombre de choses et à passer pudiquement sous silence les choses qui ne l'arrangent pas. Donc, c'est un peu tout le jeu et l'importance sur laquelle on insiste effectivement dans tous les marchés d'avoir ce qu'on appelle la mémoire contractuelle qui se met en place. Et aussi, comme le disait Kashia, l'encadrement de ces processus contractuels, c'est aussi de cadrer quel est le processus de communication qu'il va y avoir, comment on suit les plannings et le processus d'évolution des plannings, parce que même si la mission OPC est là, il faut avoir bien défini ce qu'on attend de cette mission OPC, notamment pour tracer l'origine des retards, parce que c'est quand on a un planning qui s'étend sur 5 ans sur des grands ouvrages et qu'on y revient 2 ans après, d'avoir quelle est l'origine du retard de tel ou tel événement qui est rentré en collision avec d'autres événements derrière. Si on n'a pas un OPC qui fait un suivi très très précis de chaque événement et de chacun de ses impacts, c'est faire de l'archéologie ou de la spéléologie. Et puis, et un petit peu, effectivement, on va réécrire l'histoire. C'est souvent, comme disait, la vision des vaincus, la vision des vainqueurs dans ces cadres-là. Donc, il y a cette dichotomie, c'est-à-dire on est un petit peu dans une relation des deux côtés conflictuelle en tous les cas, mais je pense qu'il faut aussi dire que l'encadrement de ce processus contractuel, ça permet d'établir une relation client-fournisseur saine. C'est-à-dire que si maître d'ouvrage, dès le début, il prend la main et il écrit, il trace, et il fait des choses d'une façon cohérente et prévisible pour le titulaire avec certaines régularités, on voit aussi que le titulaire, il se plie un petit peu et il va rentrer dans le jeu du maître d'ouvrage. Bien entendu, il va chercher son intérêt comme toujours, mais cette visibilité lui permet aussi de focaliser, on va dire, son énergie, pas à nous entourer par les différentes stratégies, on va dire, nuisibles, mais
il va tout simplement rentrer dans le jeu de répondre à ce qu'on attend et il va savoir aussi qu'est-ce qu'il peut attendre de nous. Et ça, il faut savoir que sur le grand contrat, ça représente un risque de nuisance pour une entreprise privée très importante parce que finalement, le maître d'ouvrage peut décider énormément de choses d'une façon unilatérale. Et donc, c'est aussi pour ça que l'entreprise, elle va chercher à baliser le terrain et se protéger à chaque niveau. À partir du moment où la maîtrise d'ouvrage va communiquer très clairement quels sont les objectifs, quelle est sa politique, par exemple, d'application de pénalités pour que l'entreprise puisse un petit peu évacuer le stress de penser qu'elle va être pénalisée partout. Elle va savoir sur quoi le maître d'ouvrage mise sur tout et sur quoi il ne va pas lâcher, quels sont les sujets qui sont moins importants et sur lesquels on peut s'arranger plus facilement. Il y a la crispation va disparaître. Et pour cela, il faut à la fois de la traçabilité, mais moi, je crois aussi beaucoup dans les instances entre le titulaire et le maître d'ouvrage. Dans le système de la loi MOP, on a une tendance à tout déléguer vers la maîtrise d'œuvre qui va… Ah, il y a Paul qui veut poser une question. Je te laisse. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation déjà d'entrée, effectivement, parce que je m'étais un peu bloqué sur la relation client-fournisseur à la définition très juridique du fournisseur. Donc, je suis content qu'on soit sur un scope beaucoup plus large et je vous remercie pour ces témoignages. Je voulais rebondir sur quelque chose qui me semble important. Donc, pour les acteurs que je ne connais pas autour de la table, je représente plutôt de la maîtrise d'œuvre, mais anciennement très bien formé chez des maîtres d'ouvrage également présents autour de cette table, notamment Bordeaux Métropole et Nicolas. Et donc, j'ai envie de dire, je pense forcément je vous remercie beaucoup de mettre le doigt sur l'importance de la relation client-fournisseur. Je pense qu'elle dévie totalement dans l'ensemble de nos grands travaux. On est sur une tendance à l'opposition systématique des co-contractants, alors que l'idée générale, c'est quand même un partenariat et de nourrir ce partenariat. Donc, effectivement, le contract manager doit être doué de schizophrénie, doit tracer et mettre en place des verrous et donc mettre du contrat une certaine lourdeur qui, à court terme, me semble-t-il, est toujours génératrice de doute ou de crainte des parties, alors qu'à long terme, effectivement, on voit bien que ça permet de rendre objectif une situation partisane, comme l'a souligné Nicolas, ou même Kacha, comme tu l'indiquais à juste titre, sur les storytelling faits par les entreprises. Et donc, forcément, à ce moment-là, on a une vision très partisane des choses. Alors, je vous avoue que je représente la maîtrise d'œuvre, donc forcément, nous, on est un peu au milieu de tout ça, quelque part, et donc c'est intéressant, notre positionnement, d'essayer d'être quelque part un contre-pouvoir, mais de redonner l'idée de partenariat à l'ensemble des acteurs. Et j'avoue que des fois, on a d'un côté quelqu'un qui est particulièrement prolixe, qui est l'entreprise, et qui fait un storytelling sur lequel il faut réagir pour les gommer, et d'un côté, quelqu'un qui est particulièrement silencieux, qui est la maîtrise d'ouvrage et qui a tendance à vouloir traiter notamment les fameux coûts indirects à la fin. Et donc, je vous avoue que quand il faut faire communiquer les deux et quand on est au milieu, eh bien, c'est un vaste jeu. Donc, je voulais juste témoigner que trop parler ou trop écrire, ces vecteurs d'opposition et de vision partisane. Ne pas le faire assez me semble aussi être quelque chose qu'il faut juguler ou travailler. Voilà. Si je peux intervenir là-dessus, Paul, est-ce que c'est trop parler et trop écrire qui est vision partisane, ou le fait que c'est qu'une seule personne qui, à un moment donné, tienne le crachoir? Je dis souvent, en utilisant une image qui m'est chère, c'est que le premier contact qu'on a en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'entreprise, parce que parfois j'interviens d'un côté ou de l'autre, avec l'autre partie au contrat, c'est un peu comme la première mêlée de rugby. Il faut pousser fort sur la première mêlée en restant dans les règles, sinon on va subir tout le match. Donc, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un cadre contractuel qu'on a posé, qui est la règle du jeu avec laquelle on a décidé de jouer ensemble, et juste dire, je vais appliquer la règle, mais toute la règle,
c'est aussi une manière d'éviter qu'on ait peut-être ce débordement, ce prosélytisme parfois d'une entreprise qui va vouloir tendre à raconter une histoire un petit peu à sa sauce. J'aime beaucoup l'expression de Paul qu'on est un petit peu schizophrène en tant que contract manager, en effet, et on nous appelle parfois tordus sur le projet parce que par rapport aux ingénieurs qui sont tout carrés et qui voient noir et blanc, nous, on voit toutes les nuances et tant on est gentil, tant on n'est pas gentil. Et c'est vrai qu'il faut à la fois chercher, surtout sur des marchés qui durent, il faut chercher un équilibre, une visibilité et cadre qui assurant pour tout le monde. Et d'autre côté, il faut essayer d'être plus malin que nos collègues d'autre côté. Donc, je m'identifie beaucoup avec cette schizophrénie. Quand on est contract manager chez un maître d'œuvre, on est doublement schizophrène parce qu'on a un client maître d'ouvrage, dont on est aussi fournisseur, quelque part, et en même temps, on est en interface avec une entreprise, et on peut avoir aussi cette schizophrénie qui s'installe encore plus. Je ne sais pas, Paul, comment toi tu vis les choses, mais j'avais un peu cette impression. Oui, alors le diagnostic n'est pas tout à fait posé me concernant, mais effectivement, effectivement, c'est pour ça que je me permettais de donner cet angle de vue du côté de la maîtrise d'œuvre, puisque nous, le sujet il est clair, quelque part, on doit respecter une enveloppe, et je crois que Nicolas l'a souligné aussi dans les réponses écrites qui sont faites en marge de nos discussions. Nous, notre enjeu, finalement, ni plus ni moins, c'est que respecter, de traduire le besoin du maître d'ouvrage dans une fonctionnalité technique et dans une conception, et cette conception, la maîtriser tant au niveau des délais qu'au niveau des coûts. Donc pour ça, si on commence à être trop vindicatif ou trop dur quelque part avec l'entreprise, ils vont pouvoir essayer de nous bloquer. Si on ne le fait pas assez, on a l'intention qu'on ne protège pas le maître d'ouvrage. En fait, j'ai envie de dire, moi je sors de tout ça, j'essaye de dire qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. Je me rattache à des données purement objectives, et peu importe que je sois dur, pas dur, la règle, c'est la règle. Et donc, c'est pour ça que nous essayons d'être un peu plus volubiles, j'ai envie de dire, dans les contrats publics que l'on érige aujourd'hui et que l'on traduit pour, quelque part, même si on est dans un contexte de droit public bien rappelé par Kasha, la notion d'équilibre contractuel, elle n'est pas le prix doit être l'équilibre du déséquilibre de la commande publique, quoi. Donc il faut jouer avec tout ça. Voilà. C'est clair qu'un projet où un donneur ou une entreprise commence à perdre de l'argent est un projet qui risque d'avoir des soucis à un moment donné. Tout à fait. Je voulais parler un petit peu plus tard de cette relation de force, de ce rapport de force en fait qui évolue au fil de l'eau. Mais encore, je voulais revenir sur une chose que vous avez dit sur le cadre. Le cadre, en effet, souvent j'entends cette métaphore qu'un contract manager, il a un rôle d'un parent, comme vis-à-vis de ses enfants, de poser les limites d'une façon claire, et reste ferme et bienveillant en même temps. Et c'est ça qui marche. Et en effet, ce qui peut nuire, c'est si au début on est trop gentil. Ça, on voit beaucoup. Ça, c'est une petite, je pense, maladie des maîtrises d'ouvrage françaises parce qu'on a envie de commencer de bon pied et de pas trop faire souffrir nos entreprises. Et ça se retourne souvent contre nous. D'autre côté, souvent, pas à la Société du Grand Paris, mais chez les autres maîtrises d'ouvrage, j'ai tombé sur des cadres qui avaient en tête la vision de faire pourrir quand même tous les sujets compliqués, puisqu'on est sur un marché public et qu'à la fin, si jamais on va jusqu'à tribunal, ça sera plutôt favorable à nous, si jamais l'entreprise ne va pas lâcher avant. Et en tant que jeune contract manager, j'ai beaucoup entendu « réponds pas là-dessus, dis rien, on va laisser pourrir ce sujet-là. De toute façon, c'est trop compliqué, ils vont pas poursuivre. »
Et depuis, j'ai cherché la réponse à la question si c'était une bonne stratégie ou pas. Et au départ, en tant que consultant de Résist Conseil, je me disais non, j'avais cette formation de dire non, c'est pas possible, il faut répondre à tout, toutes les réserves, il faut tracer tout. Et malheureusement, parfois, c'est pas fort. Il y a cette inertie de la maîtrise d'ouvrage qui constitue aussi sa force. Et il faut savoir l'utiliser également. En même temps, il ne faut pas le faire en oubliant qu'en interne, il faut avoir toujours une stratégie et la traçabilité qui sont faits et qui sont prêts pour le moment venu. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'expérience côté maîtrise d'ouvrage public. Je pense que, voilà, je ne sais pas si le maître, voilà, sûrement chez la maîtrise d'œuvre, on les constate bien, mais souvent, ça donne ça. Jamais, on ne le constate jamais, je vous rassure. Merci, c'est gentil. Alors. Ok, on a peut-être encore 3 minutes sur le sujet, Kasia, ça, oui, ok. Du coup, je passe au dernier élément, mais qui est quand même... je voulais vous parler de mon point de vue, ce qui est important en termes de la gestion, on va dire, financière du marché et ce qui est particulier sur le marché public. Donc, on sait tous qu'en tant que maître d'ouvrage public, on peut modifier le marché d'une façon unilatérale. Ça se traduit surtout par le phénomène des ordres de services exécutoires que l'entreprise va avoir l'obligation d'exécuter en attendant le prix provisoire ou une autre résolution du sujet. Donc, c'est un grand pouvoir. C'est là où on voit vraiment que l'intérêt public, on l'exécute, on le réalise jusqu'au bout et l'entreprise en prend les conséquences. À même titre, le maître d'ouvrage peut prononcer d'une façon unilatérale la résiliation d'un marché public pour un motif d'intérêt général, toujours, ou un ajournement. Là, on a eu un cas à la Société du Grand Paris avec la crise sanitaire où on a ajourné le marché. Et le troisième élément, on va dire que je qualifie d'une prérogative, mais c'est une prérogative voilà, assez récente, c'est tout ce qu'on appelle la jurisprudence de la ligne de la Haute-Normandie dans les années 2000, où le maître d'ouvrage il va avoir la tendance à subir de moins en moins les agitations des différents acteurs du projet qui peuvent augmenter ses coûts et il ne va pas prendre à sa charge les modifications du projet qui viennent des tiers, par exemple d'une collectivité, d'un maître d'œuvre ou d'un bureau de contrôle, je ne sais pas. Et va pouvoir fermer son guichet unique, comme on l'appelait avant, d'indemnisation, tout ce qui se passe sur le marché et de proposer à l'entreprise d'aller chercher son bonheur et son indemnisation chez celui qui lui a causé le préjudice, donc chez un tiers avec qui l'entreprise ne va pas avoir forcément la relation contractuelle directe, mais au titre de la responsabilité délictuelle, elle va pouvoir retourner contre lui. Donc, cette jurisprudence, elle est très intéressante et c'est une prérogative, on va dire, relative, parce que dans le monde privé, c'est tout à fait naturel de faire comme ça. Dans le monde public, justement, on rattrape un petit peu le train du privé avec cette jurisprudence qui n'est encore pas super bien appliquée par le maîtrise d'ouvrage, qu'ils ont la tendance quand même à chercher à récompenser ces entreprises pour tous les aléas qui peuvent se produire dans le cadre du marché. On cherche une bonne façon d'appliquer cette jurisprudence, mais il est intéressant de garder en tête voilà, que c'est relative dans le contexte, on aurait un maître d'ouvrage qui a une maîtrise d'œuvre intégrée. Puisque la coordination relevant beaucoup de la maîtrise d'œuvre intégrée, dire je vais chercher chez un autre alors que j'ai un maître d'œuvre qui est chez moi, c'est très relatif, puisqu'il peut y avoir un défaut de coordination qui est imputé au maître d'œuvre. Enfin, ça dépendra du préjudice subi, mais
la posture qui consisterait à dire il y a eu un retard sur un marché, c'est pas moi, allez voir l'autre entreprise. À partir du moment où il y avait cette maîtrise d'œuvre qui devait faire une intermédiaire et une coordination entre les deux, ça devient beaucoup plus difficile à plaider, je trouve. Mais voilà. Ouais, donc ça rejoint la tendance, ça rejoint la tendance de se séparer de ces maîtrises d'œuvre intégrées, ce qui est de plus en plus visible sur le marché. Bon, je vais peut-être laisser la parole aux autres, Thibaut, parce que là, j'ai presque fini. Après, c'est un petit peu que je... Je vous propose éventuellement, Nicolas, qu'on Oui. avance sur ton sujet. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre les poser par le chat. Sébastien nous fera un petit digeste de ces questions. Ou je reprendrai la main peut-être dessus. Je l'ai projeté, je ne sais pas si tout le monde le voit. Je le vois, moi, en tout cas. Du coup, merci. Je me présente du coup très rapidement. Donc, moi, je suis Nicolas Cross, je suis directeur achat et commande publique de Bordeaux Métropole, enfin service commun Bordeaux Métropole, ville de Bordeaux, CCS de Bordeaux. Donc, moi, pour le coup, je suis vraiment un juriste de formation qui fait de la commande publique depuis pratiquement 20 ans. Et du coup, pour le coup, côté acheteur public, je trouve que le rôle de l'acheteur public a énormément évolué depuis des années. Où moi, quand j'ai commencé ma carrière, on était vraiment sur une approche extrêmement juridique de la passation des marchés publics qui se limitait très souvent à la procédure de passation, avec notamment la crainte du risque du délit de favoritisme dans l'attribution des marchés, et finalement on se désintéressait assez peu de l'exécution et d'avis finalement du marché. La réglementation a aussi pas mal évolué, où finalement on est passé du tout juridique à une approche de bonne gestion des données publiques, à une approche de prise en compte du développement durable et à une meilleure prise en compte de l'exécution du marché pour plus limiter, comme c'était le cas jusqu'à présent, à la passation. Et du coup, la relation client-fournisseur a également énormément évolué avec la réglementation, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir discuter relativement librement, moyennant un certain nombre de précautions, mais de pouvoir discuter relativement librement avec les opérateurs économiques, notamment en amont, sans prendre le risque d'être taxé de favoritisme, qui est surtout la crainte ultime de sanctions au niveau d'un acheteur public. Donc moi, pour la partie relation acheteur-fournisseur, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est la question de l'innovation dans la commande publique à travers un exemple qui est donc le fameux décret de Noël, qui est une expérimentation de 3 ans sur la possibilité de conclure sans publicité ni mise en concurrence des achats dits innovants jusqu'à 100 000 € hors taxe. Alors du coup, très classiquement, la prise en compte de l'innovation dans la commande publique, il y a des outils réglementaires assez classiques. Le premier étant le sourcing donc, qui est un vrai premier axe de relation finalement client-fournisseur. Donc sans connaître réellement la connaissance de toutes les personnes présentes aujourd'hui, je fais une rapide présentation. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand même, rencontrer les fournisseurs en amont, c'était presque tabou. C'était vu comme un favoritisme et c'était pas encadré. Depuis 2016, le sourcing, qui est quelque chose de très classique et très connu dans le privé, a été consacré, si je puis dire, par la réglementation et permet maintenant aux acheteurs publics, en amont du lancement de la consultation, de rencontrer les fournisseurs potentiels, pas tous, mais de rencontrer les fournisseurs potentiels, moyennant un certain nombre de précautions d'égalité de traitement, de traçabilité, en tout cas pour vérifier le niveau technique du moment, de vérifier le tissu économique, son degré de maturité, son niveau de concurrence, regarder un gros, un petit, un local, pas un local, pour pouvoir vraiment vérifier et calibrer le besoin, et notamment le découpage du besoin, au plus juste. Et ce sourcing permet aussi d'identifier l'innovation et les solutions innovantes en matière de définition du besoin. Autre élément qui permet de recourir finalement à l'innovation, c'est la définition fonctionnelle du besoin. Là aussi, pour lequel le contract manager, à mon avis, a un rôle crucial à jouer. Très souvent, alors qu'il y a un maître d'œuvre ou pas, peu importe,
Mais très souvent, dans les contrats publics, en tout cas ceux auxquels ceux que sur lesquels j'ai pu travailler, pardon, très souvent, les cahiers des charges sont extrêmement verrouillés, extrêmement précis techniquement. On sent que le technicien ou le maître d'œuvre sait vraiment ce qu'il veut, et donc ça laisse peu de place à l'imagination. Le principe de la définition fonctionnelle du besoin, quelque part, c'est définir précisément le résultat attendu et ne pas brider, si je puis dire, les opérateurs économiques pour qu'ils puissent, chacun de leur côté, avec leur méthodologie, avec leur approche, proposer des solutions potentiellement différentes, mais qui permettront d'aboutir finalement à l'objectif atteint décrit par le maître d'ouvrage. Alors, ça peut effrayer, enfin, ça effraie souvent les acheteurs publics, cette définition fonctionnelle, parce que, alors je ne sais pas si c'est un mal franco-français, mais il y a un besoin d'être rassuré, d'avoir quelque chose qu'on maîtrise, qui est extrêmement bordé techniquement, et qui souvent bride, et on passe souvent à côté de solutions qui peuvent être techniquement intéressantes de la part des opérateurs économiques. Et donc, c'est aussi l'intérêt, notamment via le sourcing, de vérifier le degré de maturité du milieu économique concerné par l'objet du contrat et de pouvoir essayer d'appréhender ou donner des souplesses, en tout cas, au cadre contractuel pour permettre au plus grand nombre d'apporter des réponses, voire des réponses auxquelles on ne pensait pas forcément. Autre élément qui peut être intéressant, c'est le recours aux variantes, dont Katia en a parlé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une solution un petit peu alternative qui permet d'aboutir au même résultat, mais qui est proposée par les candidats, moyennant le respect d'un certain nombre d'exigences minimales qui sont décrites dans le cahier des charges. Et après, l'autre élément plus procédural qui permet finalement de susciter l'innovation, c'est la rencontre en cours de procédure avec les opérateurs au titre de l'analyse des offres via la négociation. Là aussi, la réglementation a beaucoup évolué, en tout cas dans le code de la commande publique, où pendant des années, c'était l'appel d'offres était la voie sacrée de la procédure marché public. Donc l'appel d'offres, ce n'est pas compliqué, on ne se parle pas, on ne se dit rien et on signe à la fin. Donc c'était quand même assez frustrant. Très souvent, on se rend compte aussi que les entreprises ne lisent pas ou lisent mal les cahiers des charges, ou alors, parce que ça marche dans les deux sens, que les cahiers des charges ne sont pas précis ou soient pas bien rédigés, voire contiennent des clauses contradictoires. Hein. C'est pas non plus, c'est pas toujours la faute des entreprises, loin s'en faut. Donc, du coup, la négociation permet déjà de vérifier la bonne compréhension des uns et des autres et permet aussi à certaines entreprises de pouvoir proposer ou présenter des solutions techniques auxquelles on n'a pas forcément pensé et de les exposer, si tant est qu'elles soient autorisées par le cahier des charges, notamment par les variantes, de pouvoir présenter ces éléments-là. Donc ça, de manière extrêmement rapide, ce sont les éléments, je dirais, assez classiques de rencontres, d'éléments qui permettent de favoriser l'innovation dans la commande publique, mais qui sont aussi, je pense, le rôle des contract managers. Ils doivent vraiment avoir ça à l'esprit pour pouvoir, dès le départ, favoriser ces éléments et favoriser finalement l'innovation et ne pas passer à côté de quelque chose en définissant trop précisément un cahier des charges. La réglementation en 2016 avait aussi mis en place une procédure qui s'appelle le partenariat d'innovation, qui était justement susceptible de générer de l'innovation de la part des entreprises. Alors, à ma connaissance, il n'y en a que 2 ou 3 en France qui ont été faits. C'était quand même relativement imbuvable, pour ne pas dire plus, comme terme de procédure. C'était extrêmement long, extrêmement cranté. Donc, peut-être que certains d'entre vous, aujourd'hui, en ont participé à un. Donc, je suis très preneur du coup de retour d'expérience par rapport à ça. Mais in fine, au retour d'expérience que j'ai, cette procédure a finalement pas très bien fonctionné, notamment à cause de sa lourdeur. Face à ce constat, le gouvernement, pour promouvoir finalement l'innovation dans la commande publique, a proposé une expérimentation de 3 ans, donc le fameux décret de Noël, qui a été pris donc le 24 décembre 2018 et qui, comme je disais en introduction, permet aux acheteurs publics de conclure sans publicité ni mise en concurrence un achat dit innovant jusqu'à 100 000 € hors taxe. Ça permet aussi d'ailleurs, pour certaines entreprises qui peuvent être innovantes, qui n'ont pas l'habitude de répondre à la commande publique, de pouvoir faire un premier pas finalement dans la commande publique en contractant directement sans publicité ni mise en concurrence, parce que très souvent, côté entreprise, notamment pour les plus petites, la commande publique, c'est vu comme un espèce de Golgoth, un truc absolument imbuvable avec des pavés de 500 pages, c'est fait que pour les grands groupes, enfin bref. Donc du coup, ce qui n'est pas en soi complètement faux par moment. Et ça permettait aussi de leur donner une première approche un peu simple sur des montants plutôt sympas, jusqu'à 100 000 € hors taxe, d'accès à la commande publique. Donc l'objectif était bien évidemment de faciliter la mise en relation entre les acheteurs publics et les opérateurs innovants.
me rends compte d'ailleurs que j'ai manqué un bout de phrase, je m'en excuse. Je le corrigerai si jamais le PowerPoint peut être diffusé. Et justement, la vraie difficulté, c'était comment caractériser un achat d'innovant. Où là, à part prendre la définition du Larousse, c'est assez compliqué de définir l'innovation et qui est souvent d'ailleurs vue uniquement sous le prisme technologique. Je vous encourage pour le coup à regarder ce qu'a fait la DAGE, la Direction des affaires juridiques du ministère des Finances, qui a publié un guide sur l'achat innovant qui est plutôt bien fait et qui permet justement de caractériser l'innovation. Et en fait, il n'y a pas de définition unique qui permet de définir un achat innovant, mais plutôt un faisceau d'indices. Et ce faisceau d'indices, il a été établi, donc je vous le présenterai dans la slide d'après, en collaboration avec des services de l'État, des acheteurs privés et des acheteurs publics type collectivités, hôpitaux ou autres. Et c'est finalement, on regarde si un achat innovant par rapport à ce faisceau d'indices et on voit après si ça marche ou si ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, si on peut le qualifier d'innovant ou pas. Aujourd'hui, on est à plus de 2 ans de mise en œuvre et en 2 ans, on a seulement à l'échelle nationale, alors que des acheteurs publics, il y en a quand même un très grand nombre, que ce soit des collectivités, des services de l'État, des hôpitaux, très peu finalement, une centaine seulement d'achats innovants, donc sans pub ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 € a été conclu. Ce que, à titre personnel, je ne m'explique absolument pas. Alors, on a essayé quand même de comprendre 2 éléments qui pourraient justifier ce flop, hein, si je peux dire ça comme ça. Premièrement, c'est peut-être une méconnaissance du dispositif de ce fameux décret Noël, tant côté acheteur public que côté opérateur privé. Et aussi, et je pense que c'est un vrai sujet, c'est la crainte du contentieux et du délit de favoritisme côté acheteur public pour confier finalement sans publicité ni mise en concurrence un marché jusqu'à 100 000 € hors taxe. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce fameux faisceau d'indices que vous retrouverez sur le guide de la DAGE. Donc aujourd'hui, sur la centaine de marques d'achat innovants, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux, hein, on en a conclu, nous, 15. Dans des domaines extrêmement variés, parce que nous, on considère vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent. En plus, j'espère qu'il n'y a pas de participants ou de membres de la direction des affaires juridiques de Bercy au webinaire, mais j'ai toujours eu une approche, enfin une vision très juridique des juristes de la DAGE de Bercy, vraiment très protocolaire, très respectueux de la réglementation, et pas très innovant pour le coup dans leur interprétation des textes. Et là, finalement, quand on a travaillé avec eux, parce qu'on a eu la chance de faire partie du groupe de travail mené par la DAGE, sur comment on qualifie l'innovation, ça a été extrêmement souple. Et comme vous pouvez le voir sur le faisceau d'indices qui est là, ce n'est pas uniquement une innovation technologique, ça va vraiment de manière très large. Il y a une solution performante, une solution sensiblement améliorée, quelle est la maturité de la solution, est-ce que l'entreprise est innovante ou pas. Et donc, alors, il ne faut pas cocher toutes les cases, il faut en cocher plusieurs. Ce n'est uniquement, il y a une part de risque bien évidemment, mais c'est uniquement un outil d'aide à la décision. Et grâce à ça, et grâce au sourcing, nous, on a pu rencontrer un certain nombre d'entreprises innovantes, discuter avec elles, conclure des marchés auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Clairement, dans le cadre de la crise sanitaire, on a aussi beaucoup utilisé ce dispositif, alors sur des choses très bucolique et qu'on espère pouvoir mettre derrière nous rapidement, mais comment ouvrir une porte sans la toucher, sans la prendre à pleine main, sur des gels hydroalcooliques, mais pas trop alcoolisés quand même, enfin bon, de ce genre de joyeuseté. Donc je vous donne quand même quelques exemples, et je pourrais répondre aux questions là-dessus si vous en avez, mais pour voir le niveau large, je dirais, d'appréciation d'innovation. Donc sur la quinzaine d'achats innovants qu'on a fait, j'en ai présenté plusieurs là. Alors, j'en pense notamment au premier, qui est le relevé technique dans les bâtiments, qui n'a absolument rien d'innovant en matière de prestations. Les relevés techniques des bâtiments, pour ceux qui en font, c'est extrêmement standard. En fait, l'innovation, elle n'est pas technologique du tout, elle est sociale. On a choisi une entreprise, en l'occurrence pour un marché de 75 000 €, donc on n'est pas obligé d'ailleurs d'aller jusqu'à 100 000 € hors taxe, ça c'est juste un taquet. Parce que les relevés techniques étaient faits, la société en fait employait des militaires qui avaient subi des stress post-traumatiques en revenant du combat. Et donc finalement, c'était une réinsertion sociale et donc qu'on a qualifié d'innovation sociale. Et c'est au motif de cette innovation sociale qu'on a conclu un marché dit innovant avec cette société-là. Sachant que, pour information, tous les achats qui sont faits au titre de cette expérimentation doivent être remontés au niveau national et doivent être portés à connaissance, je dirais, du MINEFI, qui vérifie lui aussi ces éléments-là et qui permet aussi de vérifier si l'expérimentation est efficace ou pas. Donc, on en a fait dans des domaines variés sur
l'autoconsommation en électricité, notamment d'un bâtiment, des cartographies d'intelligence artificielle sur de la géolocalisation, bon, mes fameuses ouvertures de portes sans les toucher durant la crise sanitaire, des mobiliers urbains innovants en matière de végétalisation, puisque c'est un sujet extrêmement prégnant en ce moment côté ville de Bordeaux. Des choses alors, très bucoliques là aussi, une tondeuse électrique radiocommandée sur l'entretien des espaces verts. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des choses, c'est pas forcément que des trucs industriels ou dans le domaine de l'informatique. On a aussi des réflexions sur des masques sanitaires. Donc voilà, moi ce que je voulais juste, et j'ai fini ma présentation, c'était juste vous présenter finalement tout l'intérêt de la relation acheteur-fournisseur sous un prisme un peu particulier dans la commande publique qui est l'achat innovant, et qui permet malgré tout, via des rencontres en amont, via l'utilisation pleine et entière des possibilités offertes par la réglementation, de pouvoir justement, des fois, je ne le dis pas trop fort, mais des fois prendre des risques par rapport à ça, pour des risques que je considère être, moi, comme mesurés, et de pouvoir qualifier des entreprises d'innovantes, passer des marchés pour elles jusqu'à 100 000 € hors taxe. Et pour vous donner quelques exemples, j'aime beaucoup parler du premier sur l'innovation sociale par rapport aux militaires traumatisés du combat. Et ça a permis à cette société-là d'obtenir un premier marché public et du coup de le valoriser auprès d'autres acteurs publics et de conclure d'autres marchés publics, pas forcément innovants, mais de se faire connaître et d'avoir une première référence publique. Et du coup, ça a fait une espèce d'appel d'air et ça lui a permis de répondre à des marchés publics, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent. Donc voilà, de manière, alors comme on avait 1 heure, j'ai fait un peu express, je m'en excuse, mais les éléments que je voulais partager sur la partie relation client-fournisseur sous un prisme un peu particulier des achats innovants, et en ayant insisté un peu en introduction sur les principaux éléments qu'on pouvait mettre en avant dans le cadre du contract management, que ce soit sur le sourcing, sur la définition fonctionnelle du besoin, sur la négociation, Cachet a beaucoup fait sur la partie exécution, et là j'ai mis le focus un petit peu plus sur la partie amont, définition du besoin et rédaction du cahier des charges. Voilà. Thibaut, ton micro est coupé. J'avais coupé parce que je toussais, je ne voulais pas vous casser les oreilles. J'avais, oui, effectivement, une première question. Je ne sais pas s'il y en a de la salle entre-temps qui sont arrivés à Sébastien. En t'écoutant, je me suis dit, concrètement, comment se passe l'entrée en relation pour identifier les potentialités de faire un marché innovant, justement, identifier le fournisseur, tu parlais du sourcing, mais c'est comment? C'est l'acheteur public qui va aller chercher, ou c'est parce qu'il est déjà en relation avec une entreprise? En fait, on a eu un peu de tout. On a eu des sollicitations. Moi, j'ai la chance d'avoir des services opérationnels, donc on brasse extrêmement large en termes de domaine de compétences, d'avoir des services opérationnels qui sont plutôt joueurs par rapport à ces éléments et qui ont souhaité utiliser les dispositifs, qui, dans le cadre de leur sourcing régulier, ont rencontré des entreprises, et donc on a commencé à initier le pas comme ça. Et donc là, récemment, on a un peu changé le rapport de force, si je puis dire. Donc on a publié sur notre site internet et fait un appel, je dirais, à la population pour faire connaître, côté opérateur économique, ce dispositif d'innovation. On a identifié, nous, 8 thématiques techniques qui nous concernent et sur lesquelles on a besoin d'avoir des solutions un peu innovantes, des domaines techniques, sur la qualité de l'air, sur ce genre de choses. Et on a fait, en gros, un espèce d'appel à projet, en quelque sorte. On a sensibilisé les opérateurs économiques à venir se faire connaître, à remplir un questionnaire en amont pour ne pas avoir quand même un aventure de concours Lépine toutes les 5 minutes, parce que c'est un peu le risque aussi de la démarche, mais de pouvoir remplir un questionnaire pour venir un petit peu qualifier, préqualifier côté entreprise, vérifier pour elle, en tout cas, si elle rentrait bien dans le faisceau d'indices de l'innovation, nous faire une proposition qui sont, là on a un certain nombre, en gros une vingtaine qu'on a reçues, qu'on est en train d'étudier, et on verra ou pas si on arrive à les qualifier d'innovants et à conclure un marché avec elles. Donc là finalement, autant démarrage, c'est des solutions qu'on avait identifiées nous, via des sourcings ou via des connaissances d'entreprise. Et donc là, on a tenté de changer la façon de faire en faisant plutôt un appel plus large à entreprises pour qu'elles se manifestent sur des thématiques qu'on avait identifiées. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, cette expérimentation se termine au mois de décembre. Et donc, vu le succès relativement limité avec une centaine d'achats, je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va perdurer, si ça va être consacré définitivement dans le code de la commande publique, ou si ça va être purement et simplement abandonné.
Donc voilà, j'en profite aussi du coup pour ceux qui ne le connaissent pas, le faire connaître, y compris à des opérateurs économiques qui peuvent aussi, petits groupes ou grands groupes, peu importe, proposer des solutions innovantes, enfin qu'ils considèrent eux comme innovantes, et les proposer directement à des acheteurs publics. L'objectif, c'est aussi de le faire connaître aux opérateurs pour qu'eux puissent le proposer s'ils le souhaitent et si l'acheteur public le veut bien, en tout cas, pouvoir conclure ça. D'accord. Kasia, tu voulais ajouter quelque chose? J'avoue que je n'ai pas de connaissance de ce genre de marché à la Société du Grand Paris, mais ce qui me plaît beaucoup dans le dispositif, c'est en effet qu'on insiste sur un rôle un petit peu différent du maître d'ouvrage qui peut prendre, comme tu disais, Nicolas, des risques mesurés plus facilement que les entreprises privées et justement promouvoir des choses innovantes où on n'a pas une certitude complète de réussir, mais en tous les cas, on a une idée intéressante, soit socialement, soit technologiquement, de le faire promouvoir. Et ça, je pense que c'est une très belle qualité justement de l'administration publique qu'on peut faire jouer. Donc, j'attends voir alors la fin de cette expérimentation pour savoir dans quelle mesure ça va être prolongé. Mais merci d'en avoir parlé. D'accord. Alors, il y avait une question de la salle. Est-ce que vous avez des exemples d'achats innovants avec des maîtres d'œuvre? Alors, je n'ai pas d'exemple innovant en maîtrise d'œuvre. Non, honnêtement, alors je ne sais pas si la personne concernée a une idée particulière. C'est vrai que l'innovation sur de la prestation intellectuelle, c'est plus difficilement mesurable. Alors, autant se limiter sur la partie technologique, c'est un peu réducteur. Sur la partie prestation intellectuelle, c'est là comme ça, honnêtement, donc pas d'expérience côté Bordeaux Métropole, c'est une certitude. Et après, là, mais si la personne concernée a une idée particulière, je suis tout à fait preneur d'un échange pour voir à quoi elle pense en particulier. L'objectif étant finalement de voir si on peut la qualifier d'innovante par rapport à ce faisceau d'indices qui n'est qu'un outil d'aide à la décision, j'insiste bien. Mais à ma connaissance, en tout cas, sur la centaine d'achats innovants, pas d'achats innovants en matière de maîtrise d'œuvre à ce jour. J'avais une autre question, c'est quand on a eu un premier marché innovant, comment on peut pérenniser la relation sur des marchés une fois, si je peux m'exprimer ainsi, que le proof of concept a été validé quelque part, comment ça se passe par la suite, après ce premier marché? Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas enchaîner sur le même objet 2 achats innovants. Ça ne marche pas, on est d'accord. Parce que j'ai une entreprise qui a tenté le coup. Donc, ça, bien évidemment, ça ne marche pas. Donc là, du coup, c'est finalement, si le besoin est intéressant, ça peut aussi être et donne satisfaction. Ça peut simplement après devenir un marché, je dirais, plus classique. Parce qu'après, l'acheteur public, c'est lui qui définit son besoin. Donc, il définit son besoin de la manière dont il le souhaite. Alors, l'objectif, bien évidemment, ce n'est pas de l'orienter trop par rapport à un fournisseur en particulier, notamment quand il y a un domaine de concurrence qui est accru. Mais j'ai des exemples un peu particuliers. Si le maître d'ouvrage, l'acheteur public a un besoin technique particulier, peut le décrire et après, l'entreprise pourra candidater librement, je dirais, comme un concurrent à un marché public finalement classique. Mais en effet, on ne peut pas combiner des achats innovants successifs. L'innovation ne marche qu'une fois, bien évidemment. Paul ? Je me permettrai juste par rapport à la question, déjà merci Nicolas pour cette présentation, effectivement, qui est en lien avec la relation client-fournisseur et montre que pour le coup, dans le cadre de ces achats innovants, vous inversez quelque part le sujet d'un contrat d'adhésion, puisqu'un contrat de commande publique, c'est j'adhère à un CCTP, un CCAP, et je vous donne des prix par rapport à ça. Là, on est sur inverser la tendance, et donc, effectivement, cette idée, c'est comment on arrive à le faire tout en respectant l'égalité de traitement et le reste. Donc, vous l'avez dit, il y a la partie notamment au lieu de mener des cahiers des charges complètement cadenassés, d'avoir une approche plus fonctionnelle. Alors, pour répondre à ce qui avait été indiqué ou ce qui a été demandé, alors on a quelque chose, alors moi je représente la maîtrise d'œuvre, donc sur la maîtrise d'œuvre, mais par exemple, si on prend le cas d'une cité dans le sud-ouest, voilà, je vais la citer, Toulouse a fait le choix en matière de transport de lancer un marché dialogue compétitif sur performance pour le marché système global de transport. Et donc là, effectivement, nous, nos ingénieurs, ils étaient plutôt habitués
à décrire typiquement un closier très nourri. Et là, ce qu'on nous a demandé, c'est de faire effectivement quelque chose de fonctionnel. Je vais entre un point A et un point B avec tant de temps, tant de voyageurs par jour et sur de venir. Concrètement, et sans dévoyer le secret d'instruction ou quoi que ce soit, puisque le marché a été attribué, le sujet a été qu'on a eu deux solutions techniques diamétralement opposées sur du rail, c'est-à-dire soit en pneu fer, en contact fer sur le roulement du matériel roulant, soit en pneu. Et donc, ça a eu beaucoup d'autres questions et beaucoup de contraintes exportées sur le génie civil ou sur le reste. Donc, j'espère, Monsieur Roux, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, mais que je réponds à votre sujet là-dessus. Et pour revenir sur Bordeaux Métropole, l'achat innovant que tel dans les entreprises travaux, on en a eu quand même collégialement dans le cadre des marchés de tramway, mais plutôt dans les variantes qui ont été proposées par les entreprises. Et notamment, il y a une variante qui a été proposée qui est la pose sur OG. Donc, c'est une pose sur dalles préfabriquées et de fonds de forme voie ferrée. Et donc ça a été admis dans le cadre du tramway par une entreprise qui est protégée par un brevet et ça a été mis en place. Alors, ça a été mis en place après des péripéties fantastiques, effectivement, puisque, d'une part, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des notions sécuritaires quand on fait du transport, et donc il y a la notion de gamet, donc innovation est quelque chose de sécuritaire, comment on montre que quelque chose qui est innovant, et qui donc, s'il est innovant, il n'a pas été fait avant. Donc, comment on s'assure que ça fonctionne? Donc, c'est gros sujet. Premier point. Et le deuxième, et c'est ce que je voulais répondre sur l'idée fonctionnelle, elle est très bonne, elle est très intéressante, on est d'accord, sauf, je dirais, pour des très grosses opérations où il y a énormément d'interfaces. Pourquoi? Parce que quand on change, ne serait-ce que ce que je vous ai pris comme exemple de la pose sur Roger, ce ne sont pas les mêmes épaisseurs de plateforme ou excusez-moi de rentrer un peu dans la technique, mais ce ne sont pas les mêmes interfaces, et ce qui font qu'il faut redécrire tous les autres marchés et réassurer une conception globale. Et donc, du coup, on n'a généralement pas collectivement ni l'argent ni le temps pour le faire. Et donc, quelque part, sur l'innovation, eh bien, c'est un frein à l'innovation, tout ça. Voilà. C'était juste pour remettre ça et vous indiquer que oui, dès qu'on peut, on essaye d'intégrer de l'innovation. Et je crois que la SGP est assez essaye de l'intégrer de plus en plus dans ses marchés. Merci, Paul. Un petit complément là-dessus, ou peut-être qu'il va être le moment de conclure. On a un petit peu dépassé ce qu'on s'était fixé comme horaire. Peut-être il est juste intéressant de dire qu'à côté de ces marchés innovants, il y a une grande tendance quand même de maîtrise d'ouvrage en France de considérer des marchés des conceptions-réalisations, des PPP, ce qui renverse aussi un petit peu la relation client-fournisseur et qui en moins dans le concept, nous fait jouer un petit peu dans même équipe, un petit peu plus que sur des marchés classiques. On a, voilà, pour le moment, j'en ai fait un marché comme ça et je dirais que les parties ont quand même encore une tendance à jouer ce genre de contrats, même s'ils sont très différents des contrats classiques, assez classiquement, c'est-à-dire dans une relation assez opposée client-fournisseur et on profite moyennement bien encore des synergies qu'on peut en tirer. Mais ça, je pense, c'est une tendance qui va prendre de plus en plus avec cette notion de la maîtrise d'ouvrage non sachante et avec une entreprise qui va être responsable à la fois pour l'exécution, mais aussi pour la conception. Et ça va nous permettre de tirer encore mieux le bénéfice de ce partenariat entre l'administration avec toutes ses prérogatives et du privé avec tous ses moyens d'innover et de s'organiser rapidement autour d'un projet qui est complexe. Donc, à voir comment ça va évoluer. En tout cas, Société du Grand Paris va donner des exemples dans les années à venir pour qu'on puisse apprendre. Merci, Acha. Très bien. Si on n'a plus de questions, je vais peut-être repasser
Le mot de la fin à Sébastien. Merci Thibaut. Merci beaucoup Kashia et Nicolas pour vos interventions. Et effectivement, on a un peu dépassé l'horaire. Peut-être que le sujet était trop vaste pour tenir sur ce petit temps d'une heure. Peut-être qu'il appellera d'autres sessions sur la même thématique ou sur des thématiques connexes. En tout cas, donc encore une fois, merci à tous les trois d'avoir bien voulu participer, d'avoir pris de votre temps pour intervenir dans ce premier webinaire du DU. Je crois que si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vous donnerai simplement rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.